L'épanouissement de la justice administrative commence au milieu du XXe siècle. Il emprunte deux voies. D'une part, des réformes importantes modifient la structure intérieure de l'ordre juridictionnel administratif, ce qui a pour effet indirect de transformer le Conseil d'État en véritable juridiction suprême de cet ordre. D'autre part, les fonctions de la justice administrative se trouvent affermies grâce au Conseil constitutionnel qui constitutionnalise l'ordre juridictionnel administratif. C'est ce que nous verrons en deux temps. Grand 1, l'évolution de la structure de la justice administrative. La phase de structuration, qui commence dans les années 1950, consiste à créer de nouveaux niveaux de juridiction, de telle manière que l'organisation de l'ordre juridictionnel administratif se rapproche du modèle pyramidal de l'ordre juridictionnel judiciaire. Mais cette évolution se fait une fois encore de manière progressive. À cet égard, deux dates sont importantes, celle de 1953 et celle de 1987 que nous envisageons successivement. Grand A, 1953, la transformation des conseils de préfecture en tribunaux administratifs. Pour être tout à fait précis, il faut souligner que le premier tribunal administratif apparaît au lendemain de la Première Guerre mondiale. Un décret du 26 novembre 1919 institue en effet à Strasbourg le tribunal administratif d'Alsace-Lorraine, lequel était composé de 5 membres recrutés sur la base d'un concours spécifique et bénéficiant de garanties d'indépendance. Cette appellation est reprise sous la 4e République lorsqu'il est décidé de créer de nouvelles juridictions pour désengorger le Conseil d'État. En effet, un décret-loi du 30 septembre 1953, entré en vigueur le 1er janvier 1954, supprime les conseils de préfecture créés en l'an 8 et il les remplace par des tribunaux administratifs dont les membres sont recrutés parmi les élèves de l'École nationale d'administration. À l'époque, leur nombre ne varie pas. Les 24 conseils de préfecture en métropole sont remplacés par 24 tribunaux administratifs. On en trouve un à Lille, à Lyon, à Marseille, à Paris ou encore à Toulouse. Dans les territoires d'outre-mer, 4 tribunaux administratifs sont créés en lieu et place des conseils du contentieux administratif qui avaient été créés dans ces territoires. Donc on dénombre au total, en 1953, 28 tribunaux administratifs, auxquels s'ajoutent 3 tribunaux administratifs en Algérie. L'évolution ne consiste pas seulement en un changement de nom. Elle est bien plus profonde car le décret-loi vient bouleverser les compétences traditionnelles au sein de la juridiction administrative. En effet, jusqu'à leur disparition, les conseils de préfecture sont restés des juridictions administratives ayant une compétence d'attribution. Ils n'étaient compétents que pour les domaines que la loi leur avait expressément confiés. Cette compétence était principalement établie par la loi du 28 pluvieux an 8, que nous avons vu dans la vidéo précédente, et par d'autres lois postérieures qui ont étendu le champ d'intervention de ces conseils de préfecture au cours du XIXe et du XXe siècle. En d'autres termes, les conseils de préfecture n'avaient pas une compétence de droit commun pour connaître des litiges en premier ressort. Ils n'étaient compétents en premier ressort que pour les contentieux qui leur avaient été attribués par la loi. La question est donc de savoir à qui revenait la compétence des autres litiges en premier ressort. Au cours du XIXe siècle, le Conseil d'État n'avait lui aussi qu'une compétence d'attribution. Par conséquent, en vertu de la théorie du ministre-juge, les ministres disposaient de la compétence de principe pour connaître en premier ressort des litiges administratifs. Cependant, fort de la justice déléguée dont il disposait depuis 1872, le Conseil d'État a mis fin à cette théorie par l'arrêt Cadeau rendu le 13 décembre 1889. Par cet arrêt, le Conseil d'État affirme sa compétence de droit commun en premier et dernier ressort pour connaître de tout acte administratif
qui ne relèvent pas de la compétence d'une autre juridiction, en particulier de celle des conseils de préfecture. Les administrés n'ont donc plus à s'adresser au ministre et peuvent immédiatement saisir le Conseil d'État. Cette évolution a conduit à une augmentation significative du nombre de requêtes déposées devant le Conseil d'État chaque année. En effet, toutes les requêtes qui allaient auparavant échoir sur le bureau des ministres sont arrivées à partir de 1889 au Conseil d'État. Ainsi, le nombre de requêtes déposées, qui était d'environ 1400 en 1879, est passé à 5500 en 1909. Il continua à croître de manière exponentielle jusque dans les années 1950, si bien qu'en 1952, 25 000 dossiers étaient en attente devant le Conseil d'État, alors que ce dernier ne parvenait à traiter chaque année que 4 500 dossiers. C'est donc notamment pour faire face à cette situation que le décret de 1953 modifie les règles de compétence et donne aux tribunaux administratifs, nouvellement créés, une compétence de droit commun en premier ressort. En d'autres termes, la compétence de droit commun du Conseil d'État en premier ressort est transférée aux tribunaux administratifs. Cette compétence de droit commun en premier ressort appelle deux remarques. Elle a d'abord pour conséquence d'élargir la compétence d'appel du Conseil d'État. Il faut rappeler que le Conseil d'État était déjà juge d'appel avant 1953, mais dans une proportion limitée. Il était en effet compétent pour connaître en appel des jugements rendus par les conseils de préfecture. En 1953, le Conseil d'État devient juge d'appel à l'égard de tous les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs. Ensuite, autre remarque, cette compétence de droit commun en premier ressort des tribunaux administratifs contient des exceptions, car certains contentieux sont laissés au Conseil d'État. Le décret-loi de 1953 confie notamment à celui-ci le contentieux des actes administratifs, dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal. En d'autres termes, le Conseil d'État a donc conservé une compétence d'attribution en premier ressort. Cela signifie qu'il est compétent en premier ressort dans tous les domaines que la loi lui attribue expressément. Pour terminer sur cette réforme de 1953, il faut indiquer qu'elle produit les effets escomptés. Elle permet progressivement de désengorger le Conseil d'État, mais ce résultat positif sera de courte durée. Dès les années 1970, le stock d'affaires du Conseil d'État est à nouveau élevé, si bien qu'une seconde réforme apparaît nécessaire. Grand B, 1987, la création des cours administratives d'appel. Pour faire face à la nouvelle explosion du contentieux devant le Conseil d'État, plusieurs réformes sont envisagées au début des années 80. En 1981, un projet de loi prévoit d'apporter de l'aide au Conseil d'État en lui adjoignant des référendaires chargés d'aider les membres du Conseil à instruire et à juger les affaires. Mais cette piste fut finalement abandonnée. En 1985, un deuxième projet de réforme envisage la création de 3 chambres adjointes au Conseil d'État qui ont pour mission de statuer sur les appels formés contre les jugements des TA rendus à propos de litiges individuels. Ce projet non plus ne verra pas le jour. Dans les deux cas, les hostilités étaient liées au statut ambigu des référendaires et des chambres qui, sans appartenir au Conseil d'État, lui étaient rattachés. Or, la nécessité d'une réforme était de plus en plus pressante. À la fin de l'année 1986, plus de 30 000 affaires étaient pendantes devant le Conseil d'État, avec pour conséquence des délais de jugement supérieurs à 3 ans. La troisième piste de réforme, qui consistait en la création d'un nouvel échelon de juridiction, fut la bonne. Elle a donné lieu à la loi du 31 décembre 1987, entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Grâce à ce texte,
5 cours administratives d'appel sont créées. Celles de Bordeaux, de Lyon, de Nancy, de Nantes et de Paris. Comme nous l'avons vu en introduction, seul le législateur était compétent pour procéder à cette création. Cette réforme parachève l'évolution qui a été amorcée en 1953 et qui tend à faire de l'ordre juridictionnel administratif un ordre organisé et hiérarchisé à l'image de l'ordre judiciaire. En effet, en créant les cours administratives d'appel entre l'ETA et le Conseil d'État, la loi de 1987 permet une structuration tripartite de l'ordre juridictionnel administratif. Concernant leurs compétences, les cours se sont vus confier le soin de connaître en appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs. Ainsi, il s'est agi de leur transférer, de manière progressive, la compétence d'appel du Conseil d'État que celui-ci avait obtenue en 1953 avec l'institution des tribunaux administratifs. À nouveau, 2 remarques s'imposent. D'une part, la compétence d'appel des cours a eu pour effet de transformer le rôle du Conseil d'État, qui devient alors juge de cassation. Le Conseil d'État disposait déjà de cette casquette depuis 1807 à l'égard des décisions de la Cour des comptes. Mais incontestablement, son champ était très étroit. En 1987, cette fonction de juge de cassation s'étend vis-à-vis de tous les arrêts des cours administratives d'appel et fait donc du Conseil d'État la juridiction suprême de l'ordre juridictionnel administratif. D'autre part, la compétence d'appel donnée aux cours en 1987 est une compétence d'attribution et non pas une compétence de droit commun. La loi fixe en effet les contentieux pour lesquels l'appel relève de ces cours. C'est le cas par exemple des recours de pleine juridiction et du contentieux lié aux contraventions de grande voirie. En revanche, s'agissant du recours pour excès de pouvoir, la compétence d'appel des cours a été progressive. Compte tenu de cette compétence d'attribution, le Conseil d'État a donc continué et continue encore d'avoir des compétences en appel. Nous y reviendrons plus tard dans le cours. Grand 2, la constitutionnalisation de l'ordre juridictionnel administratif. Comme nous l'avons dit lors de l'étude des sources du contentieux administratif, la Constitution de 1958 ne traite pas de l'ordre juridictionnel administratif. La citation du Conseil d'État en tant que juge administratif, depuis les révisions constitutionnelles de 2003 et 2008, ne suffit pas à donner une véritable assise constitutionnelle à cette juridiction administrative. En revanche, 2 décisions du Conseil constitutionnel permettent à l'ordre juridictionnel administratif de bénéficier d'un statut constitutionnel. La première décision date de 1980 et consacre l'indépendance de l'ordre juridictionnel administratif. La seconde date de 1987 et consacre une partie des compétences du juge administratif. Nous les verrons de manière successive. Grand A, la constitutionnalisation de l'indépendance du juge administratif. Cette constitutionnalisation est le fruit de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 22 juillet 1980. Le Conseil était saisi d'une loi de validation d'actes administratifs, loi qui avait été prise à la suite de l'annulation par le juge administratif d'un décret qui servait de fondement aux actes administratifs validés. L'objectif de cette loi était donc d'éviter l'annulation des actes administratifs pris sur la base du décret annulé. Les auteurs de la saisine soutenaient que par cette loi, le législateur s'immisçait dans le fonctionnement de la justice, ce qui était contraire au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Pour répondre à cet argument, le Conseil constitutionnel met sur un pied d'égalité l'ordre juridictionnel judiciaire et l'ordre juridictionnel administratif, et consacre vis-à-vis de chacun d'eux un principe d'indépendance qui les protège des autres pouvoirs exécutifs et législatifs.
Le Conseil en déduit par ailleurs l'existence d'interdictions qui pèsent sur le législateur et le gouvernement. Interdiction de censurer les décisions des juridictions, interdiction de leur adresser des injonctions, interdiction de se substituer à elles dans le jugement des litiges qui relèvent de leurs compétences. Si le contenu de ce principe d'indépendance est commun à l'ordre juridictionnel judiciaire et à l'ordre juridictionnel administratif, le fondement constitutionnel du principe diffère d'un ordre à l'autre. Pour le juge judiciaire, c'est bien évidemment l'article 64 de la Constitution qui est utilisé par le Conseil constitutionnel. Selon cette disposition, je cite, « Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». Ainsi, le principe d'indépendance du juge judiciaire est consacré par la Constitution elle-même. En revanche, pour le juge administratif, faute de disposition dans le texte constitutionnel, le Conseil s'appuie sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République, tiré de la loi du 24 mai 1872, qui, pour rappel, consacre la justice déléguée au profit du Conseil d'État. Incontestablement, la décision du Conseil est essentielle pour le juge administratif plus que pour le juge judiciaire. La plupart des auteurs s'accordent d'ailleurs pour dire que cette décision consacre indirectement l'existence constitutionnelle de l'ordre juridictionnel administratif. En effet, si en vertu du principe d'indépendance, le législateur ne peut pas censurer les décisions du juge administratif, il ne peut pas a fortiori remettre en cause le juge administratif lui-même. Si l'on considère donc que la décision de 1980 constitutionnalise l'existence du juge administratif, c'est alors le dualisme juridictionnel qui se trouve constitutionnellement protégé. C'est d'ailleurs ce que confirme une décision plus récente du 3 décembre 2009, rendue par le Conseil constitutionnel à propos de la loi organique relative à la QPC. Le Conseil constitutionnel y présente en effet le Conseil d'État et la Cour de cassation comme des juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution. Pour terminer sur cette question, il faut souligner que c'est l'existence de l'ordre juridictionnel administratif qui a valeur constitutionnelle et non l'organisation de cet ordre. Cette organisation peut donc être modifiée librement par le législateur qui, on l'a déjà dit, est compétent pour créer de nouvelles catégories de juridictions administratives. Venons-en maintenant à la deuxième décision importante du Conseil constitutionnel. Grand B, la constitutionnalisation de la compétence du juge administratif. Il s'agit ici de revenir sur la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987. Nous avons déjà largement évoqué son apport concernant la compétence du juge administratif dans la vidéo numéro 1. Nous avons dit que le cœur de sa compétence, à savoir l'annulation et la réformation des actes administratifs des personnes publiques, a été constitutionnalisé, ce qui n'exclut toutefois pas l'existence de quelques compétences au profit du juge judiciaire dans cette sphère. Nous n'en dirons pas davantage sur ce point. En revanche, il faut revenir sur le fondement de cette constitutionnalisation. En effet, dans sa décision de 87, et cela mérite d'être souligné, le Conseil constitutionnel refuse de donner valeur constitutionnelle au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qui a été posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 Fructidor en 8. Ainsi, ce principe qui est à l'origine du dualisme juridictionnel n'a qu'une valeur législative. Pour autant, le dualisme juridictionnel se trouve protégé par la décision de 1980 précitée et par la décision de 87 qui constitutionnalise une partie de la compétence du juge administratif grâce à un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Contrairement à la décision de 1980, qui cite expressément la loi du 24
24 mai 1872, à partir de laquelle est dégagé le principe d'indépendance du juge administratif, la décision de 1987 ne précise pas le texte législatif qui sert à dégager le deuxième principe fondamental reconnu par les lois de la République à l'égard du juge administratif. Cependant, il n'y a guère de doute à avoir, c'est à nouveau cette loi de 1872 qui en est la source. En conclusion, il aura fallu près de 2 siècles pour que l'ordre juridictionnel administratif se construise, à l'image de l'ordre juridictionnel judiciaire. À présent, l'enjeu essentiel pour la juridiction administrative est de se moderniser pour faire face aux défis contemporains.